Écoutez, bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, on va traiter du coup de la maltraitance des personnes âgées. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adaptia et elle est financée par le CNSA et la conférence des financements de la prévention de la perte d'autonomie et le département le 75, pardon, notre département Paris. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai eu du mal. J'espère du coup que vous allez bien. Et du coup, je vais laisser Isabelle prendre le relais. Si vous avez besoin de moi, comme d'habitude, vous n'hésitez surtout pas à faire appel à mes services en utilisant le chat, qui est représenté par la petite bulle de conversation. Et moi, je serai à votre disposition tout au long de la conférence si vous avez des soucis techniques principalement. Voilà. Et si vous avez des questions, on peut éventuellement les poser pendant la conférence, mais sinon, on consacrera quelques minutes à la toute fin, comme d'habitude. Isabelle, je vous laisse prendre le relais et puis je vous retrouve tout à l'heure. Entendu. Bonjour à tous, je suis Isabelle Palassin, je suis psychanalyste et thérapeute de couple et auteure. Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet un peu douloureux, mais très important, qui est la maltraitance des personnes âgées. Alors, je vais commencer par vous donner une petite définition, en fait, qui est tirée du rapport de la Commission nationale de promotion de la bientraitance et de lutte contre les maltraitances du ministère de la Santé. Donc, c'est une définition qui a été donnée en 2021. Il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité. Alors, c'est une définition qui a été finalement donnée pour toutes les sortes de maltraitance. On va voir quelles sont les spécificités, évidemment, de la maltraitance des personnes âgées. Mais cette définition, en fait, elle a été conçue pour marcher pour toutes les formes de maltraitance, qu'il s'agisse des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées. Donc, c'est vraiment la question de la vulnérabilité qui est au cœur de cette définition. Donc, il y a Isabelle, maltraitance. pardon, Oui. je voulais juste prendre le relais sur la présentation, parce que du coup, on ne voit pas les slides passer. Je sais que vous êtes à Ah, la slide 4. Voilà, merci. voilà. Ah, d'accord. Donc, il y a maltraitance d'une personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Donc, les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Donc là, on va développer toutes ces questions qui sont abordées dans cette définition. On va essayer de les aborder ensemble au cours de cet après-midi. On va commencer par donner un petit aperçu en fait de la situation, c'est-à-dire en termes de statistiques, même si les chiffres que je vais vous donner en fait sont ceux de l'association ALMA, c'est Allo Maltraitance Personnes Âgées, c'est-à-dire que c'est une association qui est spécialisée en fait, une plateforme d'écoute dans le signalement en fait et l'accompagnement des personnes victimes, mais aussi des personnes qui peuvent se sentir agresseurs et qui voudraient avoir des conseils, ou qui sont témoins de situation et qui voudraient avoir des conseils. On y reviendra à la fin de cette présentation. Donc, ces chiffres sont ceux d'Alma et ils sont probablement très sous-estimés parce que là, ce sont des personnes qui sont déclarées, en fait, donc qui ont osé à un moment prendre leur téléphone. Mais il y a beaucoup, en fait, de personnes qui vivent ces situations dans le huis clos de la famille ou dans les institutions, hein, dans les EHPAD, etc. Donc, c'est vrai que je vous les donne, ces chiffres, mais il faut savoir qu'ils sont un peu en dessous, un peu beaucoup en dessous de la réalité. Donc, a priori, la maltraitance des seniors touche environ, hein, toujours avec les pincettes que je vous ai données, 600 000 personnes en France, soit près de 5% des plus de 65 ans et 15% des plus de 75 ans. Même sous-estimer ces chiffres, c'est déjà beaucoup. Alors, a priori, les personnes les plus vulnérables, les plus à risque en fait d'être maltraitées, sont les femmes dépendantes, qui sont à 75%, en fait, qui représentent 75% des cas qui sont signalés.
Donc, c'est vraiment un sujet qui concerne beaucoup de monde, au point que l'OMS a émis des recommandations concernant ces sujets et que tout le monde s'en préoccupe. Parce que enfin, voilà, la société vieillit et que ces questions de dépendance et de maltraitance des personnes âgées, plutôt dépendantes, prennent de plus en plus le devant de la scène. On l'a vu notamment pendant le confinement, où il y a eu quand même une nette augmentation aussi des signalements. Et puis, plus grave aussi, c'est que finalement, c'est-à-dire on peut être tous à risque d'être ou maltraités, parce que d'un coup on devient dépendant, on devient plus vulnérable, et cetera. Mais aussi, et on va le voir, on est aussi à risque d'être maltraitant. Alors, pas toujours d'ailleurs en ayant conscience de l'être, et ça va être intéressant de le voir ensemble. C'est-à-dire que parfois, avec les meilleures intentions du monde, on peut devenir maltraitant. C'est vraiment que là, comment le dicton l'enfer est pavé de bonnes intentions, il trouve tout son sens dans cette question-là. Parce que c'est vrai que, je le redirai sûrement, mais c'est vrai que quand on s'occupe de personnes âgées dépendantes, il y a toujours cette question éthique de savoir est-ce qu'on va sacrifier la liberté au profit de la sécurité. Et parfois, on est très tenté de sacrifier la liberté de la personne. Ça veut dire pardon, de ne pas écouter son désir, de ne pas lui donner la parole, etc. Parce que, entre guillemets, c'est pour son bien. Et c'est pour son bien autorise en fait beaucoup de choses. Et on va voir ensemble que ce sont parfois des situations où on devient maltraitant sans le vouloir. Alors, on va voir ensemble, là, pardon, j'étais un peu vite, tous les différents types de maltraitance. Parce que, comme le dit la définition du ministère de la Santé, il existe plusieurs formes de maltraitance. C'est-à-dire que, bien sûr, on y reviendra, il y a les maltraitances physiques qui sont les plus évidentes peut-être, mais les plus nombreuses en réalité sont les maltraitances psychologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maltraitance psychologique? Eh bien, ce sont les situations d'insultes, d'intimidation, et là aussi, ça va très vite parce que insulter la personne, harceler, humilier aussi, finalement, quand on se retrouve dans une situation où, vous savez, les personnes âgées, elles sont toujours plus lentes que nous, quand on est un petit peu plus jeune. C'est-à-dire qu'en vieillissant, on a des douleurs, on a les muscles qui sont un peu moins toniques, pardon. Et donc, on va marcher moins vite, on va avoir besoin de plus de temps pour tout faire, pour faire finalement, tous les gestes du quotidien. Et c'est vrai que quand on s'occupe... Alors, attendez, j'ai un téléphone qui sonne, je vais aller le raccrocher tout de suite parce que sinon... Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, c'est vrai que cette question du rythme de la personne âgée, eh bien, c'est quelque chose qui peut conduire à de l'irritation de la part des aidants. Et au fond, cette irritation, et on le verra plus tard, peut conduire justement à des gestes d'agacement, à des bon alors tu te dépêches maintenant, allez, allez, et en fait avec des gestes brusques, etc. Et ça, quand c'est répété, ça va faire perdre confiance en elle à la personne, et c'est quelque chose qui, au fond, est maltraitant. Et donc ça, on y reviendra parce que évidemment que plus l'aidant est stressé, plus le risque est important. Autre situation de maltraitance psychologique, la menace de sanction ou d'abandon. C'est vrai que parfois, on peut entendre, par exemple, des enfants qui disent aux parents: ah puisque c'est comme ça, je vais te mettre en EHPAD, je vais te placer. C'est une menace, et c'est une menace qui peut être très déstabilisante pour la personne, et qui parfois d'ailleurs est mise à exécution, là aussi sans demander l'avis de la personne qui est concernée. Donc ça, c'est aussi de la maltraitance. Et puis, il peut y avoir aussi des mises à l'écart, des relégations des espaces de vie ou des activités familiales, par exemple, dans la vie quotidienne. Alors, un exemple, on n'invite plus, ça peut arriver, par exemple, qu'on n'invite plus
une personne âgée de la famille, une grand-mère, une arrière-grand-mère ou un grand-père, etc. Parce que soit on suppose qu'il ne peut plus participer parce qu'il n'a plus exactement toute sa tête, ou alors parce qu'il ne peut plus manger comme nous. Dans certaines maladies, la personne ne peut plus manger autrement qu'avec les doigts, etc. Et à ce moment-là, on se dit, ah ben non, on va pas, quand même, on va pas l'inviter au mariage parce que, voilà, on va pas le montrer à tout le monde. Et cette situation-là, bah, ça l'isole encore plus qu'il ne l'est. Et évidemment que c'est de la maltraitance parce que c'est une mise à l'écart, c'est une non-reconnaissance de sa place dans la famille et c'est maltraitant. Ensuite, on a le déni. Alors, ça, c'est quelque chose qui est évidemment très parlant aussi, c'est le déni du statut d'adulte ou l'infantilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne devient très âgée, devient parfois contracte une maladie dégénérative, etc., la famille s'autorise finalement à inverser les rôles et non plus à la prendre comme l'aïeul de la famille, comme le patriarche ou la matriarche, etc., mais comme quelqu'un, comme un objet de soin, comme quelqu'un dont il va falloir s'occuper parce qu'il n'est plus capable d'eux. Et c'est vrai que dans cette inversion, eh bien, il y a quelque chose de très humiliant parce que la personne de 80, même à 90, 95, 100 ans, pourquoi pas, d'abord, elle n'est pas forcément dépendante parce qu'elle est âgée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont très âgées et qui, pour autant, sont encore capables de, je sais pas, de faire leurs courses à petits pas, mais elles les font quand même, ou de faire leurs toilettes seules, en prenant leur temps, etc., en peut-être avec des difficultés à enjamber, à aller dans la douche, etc., mais ils y arrivent. Et c'est vrai que sous prétexte qu'ils sont très âgés, leur dire tu n'es plus capable de, et on va te faire venir quelqu'un qui va te donner ta douche, eh bien c'est de la maltraitance parce que en fait on ne les considère plus comme des adultes capables de s'occuper d'eux-mêmes. Donc il y a une sorte de déni en fait de capacité. Et ça, évidemment, c'est maltraitant parce que ça fait perdre confiance en soi, ça fait perdre confiance dans ses capacités et puis ça peut faire entrer aussi dans un conflit parce qu'évidemment que la personne va se défendre de ça en disant mais enfin, je suis encore capable de, je peux encore faire ça. Et donc, il y a un conflit qui va monter et, et là aussi, il y a un risque d'envenimer la situation et d'arriver justement à ces chantages dont je parlais tout à l'heure ou à ces paroles blessantes, etc. Par exemple, quand on dit à quelqu'un « tu n'es plus capable de », c'est très blessant. Imaginez quelqu'un qui vous dit mais t'es trop bête, t'es trop malhabile, tu peux plus le faire. Il y a quelque chose d'une extrême violence en fait, parce que ça renvoie la personne à la fois dans une impuissance et puis à la fois dans un rôle qu'elle ne veut pas, qu'elle n'intègre pas et qu'elle ne veut pas intégrer. Donc c'est vraiment toute l'image qu'elle a d'elle-même en fait qui est impactée par ces paroles-là. Donc c'est vrai que là, la question de l'infantilisation et de l'inversion des rôles au moment de la vieillesse, en fait, dans l'entrée dans la vieillesse, c'est vraiment une question qui est très importante. Enfin, je pense que les enfants, la famille et puis même les soignants devrait pouvoir se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'il est encore capable de faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et faire confiance à la personne, plutôt que de se dire, il est vieux, c'est plus possible. Il est vieux, il peut plus. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut plus. Et il y a toujours, en fait, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour finalement dire, ah ben ça, tu vois, ça, tu peux le faire, donc voilà, tu peux t'appuyer là-dessus. Par exemple, dire systématiquement à quelqu'un, on va faire venir quelqu'un pour te faire les courses parce que tu ne peux plus sortir, sous prétexte que la personne a un peu mal aux jambes, etc. Ça peut être violent, alors qu'on pourrait lui dire,
est-ce que tu as déjà essayé de marcher avec une canne? Est-ce que tu sais maintenant, il existe des déambulateurs, ça permet de te débrouiller tout seul. Si tu veux continuer à faire tes courses, bah, peut-être que tu peux essayer ça. C'est-à-dire que cette question, en fait, de s'appuyer sur les capacités restantes pour conserver à la personne le maximum d'autonomie possible. Évidemment, en écoutant ses plaintes aussi, c'est-à-dire que si c'est la personne qui vous demande de l'accompagner pour faire les courses ou d'avoir une aide à domicile, bien évidemment qu'il faut l'accompagner dans les démarches, mais imposer quelque chose sous prétexte que nous, on pense que c'est mieux pour elle, et c'est-à-dire penser à sa place, ben là, en fait, c'est de la maltraitance. Donc là, c'est aussi, on met aussi sous ce terme de maltraitance psychologique la sous-protection ou la surprotection. Et évidemment que la surprotection, ça limite en fait la liberté, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on va limiter la liberté sous prétexte de sécurité. Et c'est effectivement très, très dommageable en fait pour la personne, pour son estime d'elle-même, et puis c'est vrai que aussi que en réalité quand on vieillit et puis même dans les cas de maladies dégénératives, en réalité moins on fait confiance à ce qui reste de possible, plus la personne va perdre ses capacités. C'est-à-dire que nos capacités cognitives, physiques, etc., bien, si on ne s'en sert pas, elles vont s'étioler, elles vont disparaître. C'est comme les muscles. Les muscles, si vous ne vous en servez pas, pardon, eh bien, les muscles vont fondre. C'est pareil avec le reste, c'est-à-dire que c'est pareil avec les habiletés, c'est pareil avec la conversation, c'est pareil avec tout. Si on ne se sert pas de nos capacités, ces capacités s'affaiblissent. Et c'est encore plus vrai et ça va encore plus vite en fait quand on devient plus âgé. Donc voilà. Donc ça veut dire que surprotéger, c'est aussi entraîner la personne dans la dépendance. Ensuite, alors là, ça c'est toutes les questions de maltraitance psychologique et on voit que c'est quand même l'éventail est large. Et puis, on a aussi les maltraitances physiques. Alors, dans les maltraitances physiques, bien sûr qu'on pense à la violence physique. Et malheureusement, ce sont des choses qui existent. Hein. Des personnes âgées qui se font maltraiter par des aidants professionnels ou familiaux, ça peut exister. Mais il y a d'autres moyens en fait de maltraiter physiquement une personne âgée. C'est par exemple quand on a des gestes brutaux, j'en parlais tout à l'heure, ou alors quand on a un usage abusif ou injustifié de la contention, par exemple. Alors, pour rappel, hein, la contention, c'est par exemple attacher quelqu'un dans son lit ou dans son fauteuil. Alors, évidemment que là aussi, on va vous dire, ah ben on l'attache pour qu'il ne tombe pas, pour éviter les chutes. Sauf que quand on regarde les études, ben on s'aperçoit que les personnes âgées contenues avec de la contention ont plus de chances, ont plus de risques, pardon, de chute et de chute grave que des personnes âgées qui ne sont pas contenues, qui ne sont pas soumises à contention. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer de se débattre, ils vont essayer de marcher quand même, et finalement, ils vont entraîner le fauteuil avec eux, etc. Enfin, bon. Donc, pour rappel, la contention doit être prescrite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prescrit comme un médicament par un médecin, et en principe, dans les bonnes pratiques, l'usage est limité à 24 heures, et tous les jours, on réajuste en fait le besoin réel de contention. Donc, c'est vrai que si c'est vraiment quelque chose qu'il faut interroger. Si vous voyez une personne âgée dans une institution, toujours attachée. Ça vaut le coup de pouvoir en parler avec le médecin coordinateur, avec les infirmières. Ah bon, mais pourquoi, etc. Parce que c'est pas forcément toujours justifié et c'est pas forcément une bonne chose en fait, contrairement à ce qu'on peut penser en se disant ah bah, comme ça il va pas se faire mal. Ben, pas forcément sûr. Et en plus, là aussi, une personne âgée qui a envie de se lever, par exemple, qui voudrait marcher, eh bien, se retrouver contenue, se retrouver attachée sur son siège, c'est quelque chose qui va la pousser à
à essayer de se débrouiller toute seule. Et puis, elle va avoir des comportements, elle va essayer d'arracher ses contentions. Et là, on va dire, oh là là, mais Madame Machin, elle a des troubles du comportement. Et le risque, et là je vais en venir à la deuxième partie de ces maltraitances physiques, c'est l'abus de médicaments, par exemple. C'est-à-dire l'usage de traitements à mauvais escient, c'est aussi une maltraitance physique. C'est-à-dire quand on va sédater une personne parce qu'elle est agitée, entre guillemets, eh bien, et donner trop de médicaments, eh bien là, effectivement, il y a un risque de maltraitance. C'est-à-dire que ça peut être un abus. Et c'est vrai que, bien sûr qu'on on va opposer que c'est plus facile. C'est plus facile parce que dans les institutions, par exemple, dans les EHPAD, alors on a eu quelques exemples récents de maltraitance dans les EHPAD. Et là, effectivement, quand le personnel est peu nombreux, quand le personnel n'a pas le temps de s'occuper de suffisamment, de ne pas accompagner les personnes âgées, les résidents, etc., c'est plus simple de se dire Madame un tel ou Monsieur un tel est agité, donc on va le sédater ou on va l'attacher. Parce que ça prend moins de temps. Et puis, c'est vrai que se poser la question, mais pourquoi il est agité? Comment on peut l'accompagner? Comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe en lui pour essayer de l'apaiser? Et ça prend du temps. Ça demande une personne disponible, ça demande d'être à l'écoute, ça demande de prendre un quart d'heure, 20 minutes pour essayer de comprendre ce qui se passe avec la personne. Et évidemment que dans les endroits où il y a une course à la rentabilité, où on a moins de personnes, enfin, ou pas assez de personnel pour le nombre de résidents, etc., eh bien, ça va. En fait, on va pas prendre ce temps d'être à l'écoute de la personne. C'est pareil, ça peut être pareil aussi à domicile, bien sûr. C'est vrai que quand voilà, si on a une assistante, une une auxiliaire de vie, par exemple, qui passe le matin et puis plus dans la journée, effectivement, la tentation est grande de se dire, on va attacher madame au fauteuil, comme ça, on prendra moins de risques. Voilà. Donc ça, tout ça, ce sont des choses qui pourraient être changées. Au fond, si on prenait le temps, si on se mettait justement, je parlais tout à l'heure du rythme, si on se mettait au rythme de la personne, si on prenait le temps d'écouter ses besoins et de se caler, en fait, s'ajuster à sa problématique. Ensuite, dans les différents types de maltraitance, il y a aussi les négligences, les abandons, les privations. Alors ça, c'est évidemment, par exemple, on a vu dans l'histoire d'Orpea, ces personnes qui restaient pendant de longues heures au moins, sans être changées. Cette négligence-là, qui est une négligence dans les soins corporels, évidemment que c'est une maltraitance, bien sûr. C'est-à-dire que là aussi, c'est quelque chose qui va lui faire perdre l'estime d'elle-même. Déjà, avoir besoin d'un tiers pour ses besoins naturels, en fait, pour les toilettes, etc., c'est déjà quelque chose qui est très compliqué. Mais si en plus on est obligé de réclamer, et de réclamer très longtemps et de ne pas avoir de réponse, et là, ça peut mettre dans une détresse vraiment insupportable. C'est-à-dire que on va pas comparer ce qui n'est pas comparable, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas un nourrisson ne pas être changé pendant des jours ou pendant des heures et le laisser pleurer. Mais finalement, en fait, les personnes âgées dans ces situations-là revivent quelque chose de cette ultra-dépendance et de cette désaide, en fait, on pourrait dire, c'est-à-dire de cet abandon. Et c'est quelque chose qui est extrêmement angoissant et extrêmement douloureux, évidemment, pour la personne. Ensuite, on a des maltraitances matérielles ou financières. L'OMS les a évaluées, pardon, je vais y arriver, à environ 6,8% des cas de maltraitance.
Alors évidemment, il y a notamment la fraude, le vol d'effets personnels, le vol d'argent, les biens, etc. C'est-à-dire des gens, on voit bien, hein, notamment pour les personnes âgées isolées chez elles, on voit bien ces histoires de démarcheurs qui viennent avec des fausses cartes d'identité professionnelles et puis c'est vraiment de la spoliation, c'est de l'escroquerie, etc. Donc, évidemment qu'une personne âgée isolée est plus vulnérable à ce type de fraude. Ça existe. Mais aussi, on a la question des confiscations, en fait, de biens, des confiscations de moyens de paiement, par exemple. Et là aussi, il peut y avoir une question de très bonne intention. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, peut se dire « Ah, ben, mon père ou ma mère, il oublie un peu des trucs. Bon, je ne sais pas s'il sait encore bien se servir de sa carte bleue, donc bon, ben, vaut mieux qu'il n'en ait pas. Hein, parce que sinon, il risque de faire des bêtises avec son compte en banque. » Mais le problème, c'est que au lieu de parler avec la personne et d'écouter enfin elle, cette personne, ce qu'elle pense de ça, comment elle se sent par rapport à son argent, eh bien, on va lui confisquer de façon vraiment abrupte sa carte bleue, ses chéquiers, etc. Sans pour autant d'ailleurs que ça passe par un juge. C'est-à-dire que la question de la mise sous tutelle ou curatelle, bon là au moins c'est médiatisé par un tiers, par la justice, etc. Là, ce qui peut se passer dans les familles, c'est que voilà, pour, entre guillemets, protéger la personne, on va lui confisquer sa carte bleue et son chéquier. C'est un peu douloureux. Enfin voilà, c'est un peu douloureux. C'est un peu douloureux pour la personne qui se trouve finalement spoliée quelque part. C'est-à-dire qu'elle elle est plus en capacité de pouvoir faire des choses pour elle-même, acheter des choses pour elle-même. Et ça, c'est quand même très compliqué. C'est une privation de liberté, c'est une privation d'indépendance et de façon assez arbitraire. Donc, voilà. Donc là c'est vraiment cette question de, encore une fois, hein, la liberté versus la sécurité. Là, il s'agit de la sécurité financière. Mais c'est un peu la même chose, j'en ai pas parlé tout à l'heure, de la privation, par exemple, des clés de voiture. C'est-à-dire de dire à quelqu'un, tu n'es plus capable de conduire, je te pique tes clés de la voiture, je te prends les clés de la voiture, c'est d'une extrême violence, par exemple. Alors que on pourrait dire à la personne, en s'appuyant sur ses valeurs à elle, et puis aussi en prenant son temps. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, de dire à quelqu'un qui a 90 ou 95 ans, maintenant c'est plus possible de conduire. Maintenant, tu n'as plus cette indépendance-là, parce que la voiture, c'est quand même un outil d'indépendance. C'est-à-dire avec la voiture, on peut aller où on veut. Et là, d'un seul coup, ne plus avoir de voiture, surtout dans certains endroits, hein, c'est vrai que quand on est en ville et qu'on a des transports en commun, bon, ma foi, on se débrouille avec le bus. Mais quand on est dans un espace en dehors d'une ville, etc., ne plus avoir de voiture, c'est ne plus pouvoir se déplacer. Eh bien, priver quelqu'un de ce moyen de déplacement, ça demande quand même de pouvoir en parler avec la personne. Et parfois, quand on en parle, quand on lui dit, tu sais, maintenant ça commence à être risqué, regarde, tu as mal au genou, tu peux plus appuyer sur les pédales, ou je ne sais pas, ou tu n'as plus beaucoup de réflexes, tu n'arrives plus à te tourner, etc. Regarde, tu risques de te mettre en danger, de mettre les autres en danger. Là, la personne peut l'entendre, même si c'est difficile, même si ça prend du temps, même s'il faut y revenir, mais voilà, elle peut l'entendre. Et c'est beaucoup moins violent parce que, au fond, c'est elle-même on va l'aider à prendre une décision. Et là, c'est elle-même qui va finir par dire oui, oui, en fait, moi, je suis pas très à l'aise finalement, je reconnais, je suis pas très à l'aise au volant, je suis un peu en difficulté, etc. C'est mieux comme ça. Bon, et parfois, c'est même soulageant d'ailleurs. Mais voilà. Mais il faut prendre, là encore, il faut prendre le temps de pouvoir en parler, de discuter et d'entendre les arguments de la personne aussi. C'est-à-dire, dire à quelqu'un, je te pique tes clés de la voiture, maintenant c'est terminé.
c'est ne pas reconnaître justement tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ce qu'on fait à sa capacité d'indépendance. Voilà. Donc maintenant, on va voir qui et où ça se passe, ces questions de maltraitance. Eh bien, d'abord, on a vu qui était victime, plutôt des femmes et plutôt en situation de handicap. Et puis, où ça se passe? Eh bien, la plupart du temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on a tendance à se dire, ah bah, c'est surtout avec les affaires qu'il y a eu récemment, on a tendance à se dire, ah bah oui, c'est dans les EHPAD que ça se passe, parce que le personnel n'est pas assez nombreux, etc. En fait, 73% des situations signalées à Alma, donc l'association dont je vous parlais tout à l'heure, se déroulent à domicile. Donc, c'est vraiment à domicile que ça se passe, 27% seulement en établissement. En même temps, ça peut se comprendre, enfin, ça se comprend, c'est pas une question d'excuser, bien sûr, mais parce que ce qui va favoriser, et on va en reparler, ces situations-là, c'est l'isolement. C'est-à-dire que plus il y aura de regards autour pour voir en fait ce qui se passe pour la personne âgée, pour voir comment le monsieur ou la dame évolue, etc., moins il y a de risques qu'on en vienne à une situation de maltraitance. Parce qu'il y aura des regards, les personnes qui pourraient être maltraitants, finalement, vont quand même un peu se réfréner, etc., sous le regard des autres. Donc, voilà. Pardon. En revanche, donc en établissement, il y a cette question des équipes, il y a les aidants, les familles qui passent, voilà, donc, pardon. Donc en fait, en établissement, même si ça existe, on a vu, encore une fois, avec l'affaire Orpea, on a vu que ça pouvait arriver, mais il y a quand même il y a plus de garde-fous, dirons-nous. En revanche, à domicile, dans le huis clos, en fait, familial, eh bien, évidemment, c'est plus facile de déborder. Et dans 48%, la personne mise en cause, parce que quand on dit à domicile, ça peut être évidemment une aide à domicile, un voisin, un ami, etc. Mais en fait, dans 48%, c'est-à-dire dans la majorité des cas, il s'agit d'une personne de la famille, c'est-à-dire où ce sont les enfants, les beaux-enfants, les conjoints, la conjointe, etc. Dans 34% des cas, il s'agit d'un professionnel et dans 18% des cas, il s'agit d'un voisin, d'un ami, voilà. Donc, c'est vrai que cette question finalement de la place qu'a pris sur le devant de la scène la maltraitance dans les EHPAD ne doit pas faire oublier que finalement, derrière, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et que finalement, c'est dans les familles que ça se passe et donc que chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, on est potentiellement fils, fille, conjoint, conjointe, etc., eh bien, c'est chacun d'entre nous qui doit prendre conscience de ces questions-là et réfléchir à comment on agit avec les personnes qu'on accompagne, avec les personnes qu'on aide, si on est aidant familial, etc. Alors, on va voir maintenant quels sont les risques. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Parce que, en réalité, personne, enfin, à moins d'être pervers, mais personne n'a envie d'être maltraitant, en réalité. Donc, la maltraitance, elle arrive, au fond, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont entrer en jeu et qui vont fragiliser la relation. Alors, quels sont ces facteurs? Alors, d'abord, il y a la difficulté à supporter la maladie, le handicap, la dépendance. Pourquoi? Parce que toutes ces situations, ça met face à des réalités qui peuvent être insupportables finalement pour certains et réveiller des angoisses. C'est-à-dire que accompagner, par exemple, une personne âgée, très dépendante, etc.,
qui a tendance à perdre la tête, ou qui ne peut plus s'occuper d'elle. Enfin, voilà. Ça renvoie quand même à une terreur du vieillissement, de la perte des capacités, de la déchéance, de la peur de la mort, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être insupportable. Et c'est vrai que quand on... Là aussi, je vais faire un parallèle qui vaut ce qui vaut, parce que, encore une fois, il ne s'agit pas de comparer les personnes âgées à des enfants, bien sûr, mais en revanche, quand on est aidant familial d'une personne âgée très dépendante, par exemple, eh bien, on se retrouve finalement dans la même situation que lorsqu'on s'occupe d'un bébé. Dans la même situation, non pas de relationnel, parce qu'encore une fois, la personne, c'est une personne adulte, c'est un citoyen, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des droits, qui a voté, enfin voilà, qui a une place dans la cité. Alors que le nourrisson ne l'a pas encore, cette place, hein, il n'a pas cette place de citoyen encore, il va l'acquérir. Mais justement, quand on s'occupe d'un tout petit, eh bien sûr qu'il y a cette avidité en fait du nourrisson qui a toujours besoin qu'on soit là, qu'on le change, qu'on l'habille, qu'on le nourrisse, etc. Mais un nourrisson, ça nous met face finalement à une promesse, à un avenir, à une progression. Or, quand on s'occupe d'une personne âgée très dépendante, c'est-à-dire, encore une fois, hein, pour faire enfin, pour voir de quoi on parle, c'est-à-dire quelqu'un qu'on va être obligé de changer, à qui on va donner à manger, etc. Ça peut arriver des situations comme ça, même si elles ne sont pas forcément très courantes, hein, parce que après 80 ans, la dépendance, c'est seulement 20% des personnes. C'est un chiffre qu'il faut avoir en tête, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, grand âge ne signifie pas forcément grand handicap ou grande dépendance. Donc, quand on est en tout cas face à quelqu'un de très dépendant, il y a cette disponibilité qu'on doit avoir pour la personne. Et c'est vrai que, par exemple, quand on accompagne quelqu'un qui souffre de maladie d'Alzheimer un peu avancée, c'est vrai que l'aidant familial, c'est un peu le phare. C'est-à-dire que c'est la personne à qui le patient va demander mais 30 fois par jour, quel jour on est, comment ça va, enfin voilà, qui va répéter la même question, qui va avoir besoin de soins, qui va avoir besoin qu'on lui fasse à manger, etc. Et évidemment que c'est psychiquement épuisant. Ça veut dire qu'on est au service d'eux, enfin, on est, voilà. Alors, ce qu'on fait pour un bébé, parce qu'il y a cette notion de progression, c'est parfois très difficile de le faire quand ça nous renvoie justement à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le handicap, la dépendance, la mort, la finitude, etc. Donc, c'est vrai que, voilà, on a cette énergie qu'il faut donner, cette disponibilité, et c'est épuisant psychiquement, c'est épuisant physiquement. Et d'ailleurs, je vais y venir tout de suite, c'est vrai qu'il ne faut pas négliger en fait la question du burn-out chez les aidants. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le burn-out? C'est l'épuisement. Ça survient quand on n'arrive pas à déléguer, qu'on est 24 heures sur 24 avec son proche, en huis clos, et ça se caractérise par des insomnies, de la fatigue, des maux de tête, qui peuvent entraîner justement de l'irritabilité. Et c'est là, en fait, où le risque de maltraitance survient. C'est-à-dire quand on a cette question quand on est tellement épuisé qu'on est à vif et on devient irritable, et que aussi on peut être amené à se replier sur soi, et aussi à perdre l'estime de soi, parce qu'on voit qu'on est agacé, on n'a plus envie, qu'on n'a plus de patience. Et ça, en fait, évidemment que c'est quelque chose qui est en décalage avec l'idéal qu'on avait de notre rôle d'aidant. Parce qu'on aurait envie d'être un bon aidant, on aurait envie de faire bien pour la personne. Et puis, on se voit en train d'avoir des gestes brusques, en train d'être énervé, etc. Et on se dit, ah, mais je suis nulle, etc. Et ça va être encore une source supplémentaire, en fait, de perte d'estime de soi, d'épuisement psychique. Et ça peut aussi conduire à se replier sur soi
et finalement à se couper complètement de ses émotions. Ça, c'est un des signes de burn-out, c'est-à-dire que quand on n'arrive plus à gérer ces émotions qui nous submergent, ben finalement, on se coupe de ça, et ce qui peut conduire à de l'indifférence par rapport à la personne aidée. C'est-à-dire que ben, on lui parle plus, parce que c'est trop douloureux, parce qu'on n'en peut plus. Et donc là, c'est vraiment typiquement une situation où on veut pas être maltraitant, mais on peut pas. C'est comme si on ne pouvait pas faire autrement. Alors bien sûr que si on pourrait faire autrement, on pourrait faire autrement, pardon, en déléguant, en essayant de se faire aider, etc. Mais encore faut-il que d'abord en avoir conscience, réussir à faire ce pas de côté, ou avoir quelqu'un à côté qui nous dit eh oh, oh, maintenant il faut que tu t'occupes de toi parce que là ça va plus. Parce que là, regarde, tu es fatigué, tu es irritable, etc. Donc, tu ne t'occupes plus bien de ton père ou ta mère ou ton conjoint, etc. Donc, stop, on va faire venir quelqu'un ou on va faire appel à un accueil de jour, etc. Parce que il faut protéger aussi cette relation. Alors, ensuite, ce qui peut aussi être un facteur de risque de maltraitance, ce sont les conflits familiaux qui datent d'avant la maladie. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un couple, un couple qui ne s'entendait pas très bien avant, c'est-à-dire qui s'agaçait un peu l'un l'autre, etc., ça frottait un peu, mais bon, ça faisait 40 ans qu'on était ensemble, donc ça tenait. Eh bien, quand survient la maladie et que la maladie oblige le conjoint finalement à changer quelque chose dans ses modes de vie, par exemple. Typiquement, monsieur conduisait, il ne conduit plus parce qu'il est malade, donc madame est scotchée à la maison. Eh bien, ça peut être une entrée, en fait, pour madame dans la maltraitance. C'est-à-dire que voilà, c'est un conflit familial. Il y avait cette mésentente auparavant qui fait que déjà, il n'y avait pas forcément beaucoup d'empathie, beaucoup de compréhension. Mais si en plus la maladie fait que quelque chose change pour celui ou celle qui est à côté, eh bien, ça peut potentialiser en fait les risques de maltraitance. C'est aussi ce qui peut arriver entre des parents et des enfants, par exemple, quand les parents n'ont pas été très à l'écoute des enfants, ou ont pu être sévères, ou enfin voilà, ou que les enfants, quand il y a des conflits et surtout des rancœurs, eh bien ces rancœurs peuvent faire que lorsqu'il y a un moment où la personne à qui on a quelque chose à reprocher se trouve en situation de vulnérabilité, eh bien, on peut avoir tendance à devenir plus cruel avec elle, plus méchant, enfin, à être moins patient, alors plus ou moins consciemment, mais plus ou moins consciemment, on lui fait payer, au fond, ce qu'on lui reproche. Donc, c'est vrai que là aussi, ça peut être important d'avoir un regard tiers, un regard autre, qui peut mettre des mots là-dessus. Et c'est vrai que parfois, parce qu'on pense thérapie familiale avec des enfants, par exemple, qui vont pas bien, mais c'est vrai que ces cas, finalement, parce que la dépendance, l'entrée en dépendance d'une personne âgée, d'un parent, d'un conjoint, etc., c'est quand même une crise dans la famille. Eh bien, ça peut être intéressant, par exemple, de faire appel à un thérapeute familial dans ces situations-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut être une solution pour essayer d'avoir un regard extérieur et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, et non pas d'être embarqué en fait par ces émotions. Ensuite, il y a aussi dans les facteurs de risque l'absence de formation. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai raconté là, ben, ça peut aider justement à comprendre ce qui est en train de se passer et à essayer de faire un pas de côté. Et puis, on a aussi dans les formations, on peut avoir des guides de bonne pratique, par exemple, de savoir comment on fait dans ce cas-là, quand il arrive ceci, quand il arrive cela. Alors,
c'est vrai, bien sûr, pour les aidants professionnels, parce que ça fait partie de la formation professionnelle. Aujourd'hui, dans beaucoup d'EHPAD, dans beaucoup de structures, il existe des formations à la bientraitance. Et c'est très important que les personnes puissent suivre ces formations. Autre point intéressant et important pour les équipes, ce sont toutes les situations, les groupes d'analyse de pratique ou de supervision. Pourquoi? Parce que ça permet justement de parler de ce qui nous embarrasse, de ce qui est difficile, et de voir comment les autres font face à ces situations-là, et puis peut-être s'appuyer les uns sur les autres. Mais ça peut aussi, les aidants familiaux peuvent également bénéficier de formation. Alors, où est-ce qu'on se forme? Ben, on peut se former auprès des associations d'aidants. Alors, ça peut être l'association des aidants familiaux, mais ça peut être des associations de type France Alzheimer, France Parkinson, etc., qui donnent elles-mêmes des formations, qui organisent des cafés des aidants, etc., où les aidants peuvent justement, là aussi, parler avec d'autres de leur situation, de leurs problèmes, etc. Ce sont des choses qui peuvent aussi être organisées dans les plateformes pour les aidants, etc., les plateformes, je ne sais plus quel est leur nom, mais qui existent en fait dans les départements. Ce sont des plateformes de répit, ça y est, voilà, j'ai retrouvé le mot, des plateformes de répit où là, on peut s'adresser à des professionnels pour trouver de l'aide. Voilà. Mais c'est important, justement, quand on sent que on commence à devenir un peu irritable, etc., de pouvoir tirer des sonnettes d'alarme, de pouvoir faire appel à des professionnels. Et puis, autre facteur de risque, évidemment, les problèmes d'alcool, de drogue, d'abus de médicaments, etc., qui font que, effectivement, c'est la capacité d'accompagnement est évidemment grévée, enfin abîmée par la drogue, l'alcool, etc. Maintenant, on va voir un peu rapidement, parce que là, je vois que l'heure tourne, pardon, les signes qui doivent alerter, parce que, bon, là, on a vu ce qui se passait entre l'aidant, l'aidé, etc. Mais, par exemple, moi, je suis une amie, etc., de Madame Y qui est au domicile avec son mari et les enfants qui passent de temps en temps. Et puis, je suis inquiète parce qu'il me semble qu'elle va pas très bien, cette dame. Alors, qu'est-ce que je peux faire et sur quel signe je m'appuie pour me dire, ah, peut-être que cette personne est victime de mauvais traitements. Eh bien, d'abord, première chose, elle se plaint. C'est-à-dire qu'il faut écouter aussi les personnes âgées. Quand elles se disent monsieur un tel ou mon mari ou mes enfants ou peu importe qui ne me traite pas bien, est méchant avec moi, me crie dessus, etc., eh bien, il faut l'entendre. C'est-à-dire, et pas se dire, ah ben oui, mais elle exagère, ou je ne sais quoi, parce que souvent on a tendance à dire, et c'est pas complètement faux, c'est pour certains, pour certaines personnes âgées, par exemple, l'attitude un peu paranoïaque de se dire que tout le monde veut du mal, etc., c'est un signe ça peut être un signe de dépression. Donc, oui, on peut, mais voilà, si ce qu'elle dit est corroboré par un certain nombre de signes que je vais détailler là, bah, oui, on peut la croire. Et puis, par principe, je pense que c'est important de la croire, c'est-à-dire de commencer par la croire. Parce que c'est dire que sa parole a de la valeur, parce que finalement, se dire par définition ou par a priori que sa parole n'a pas de valeur, c'est déjà un mauvais traitement. Parce que ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance, on la traite comme quelqu'un qui ne peut pas dire des choses sensées, etc. Donc on la dévalorise et donc on la maltraite. Donc d'abord, écouter la personne. Ensuite, ben, il faut regarder s'il y a des traces visibles de sévices, c'est-à-dire des bleus, des brûlures, parce que même s'ils ne sont pas forcément des cas les plus fréquents, ça existe aussi. Ensuite, quand la personne ben, finalement montre des signes de détresse, c'est-à-dire des pleurs inexpliquées,
une perte de sommeil, une perte d'appétit, un repli sur soi, un peu d'apathie, ou quand elle sursaute aussi au moindre bruit. C'est-à-dire que là, c'est un signe quand même d'anxiété. Eh bien, ça peut être en fait des signes qui peuvent alerter. Et puis, aussi, pardon, le fait que la personne sente mauvais ou se sente paraisse négligée, pardon. Ça veut dire aussi que peut-être elle a besoin d'aide et qu'on ne lui donne pas une aide suffisante. Voilà, ça c'est important aussi de noter ces choses-là. Et puis, de la même façon, une personne âgée dont on remarque qu'elle ne porte plus ses aides auditives ou qu'elle n'a plus son dentier, ça peut aussi être un signe d'alerte. Alors, bien sûr que dans certaines maladies dégénératives, les personnes enlèvent voilà, ce qui les gêne et donc elles peuvent perdre leurs aides auditives, perdre leurs dents, enfin voilà. Mais si systématiquement on ne lui met pas le dentier parce que c'est trop compliqué, parce que ça c'est de la maltraitance en revanche. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas les outils qui font qu'elle peut manger comme les autres ou elle peut entendre comme les autres. Ça, si on la prive de ça, c'est maltraitant. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment on donne l'alerte si on observe en fait quelque chose qui nous inquiète. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est pas parce que c'est pas toujours facile hein, quand on est témoin de malveillance, hein, quand ça se déroule dans le cadre familial, c'est pas toujours facile d'intervenir. Alors, la première chose, c'est appeler le 3977, qui est le numéro de téléphone de l'association AMA, ce qui est vraiment l'association qui est spécialisée dans la prise en charge de la maltraitance. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont en ligne et qui peuvent vous aider, vous guider, que vous soyez une personne qui subit des maltraitances, que vous soyez une personne qui a peur d'être maltraitant, qui redoute d'être maltraitant ou qui pense qu'il est maltraitant. Donc là aussi, vous pouvez les appeler pour avoir des conseils en fait, ou que vous soyez un témoin, voilà, un témoin, un tiers, témoin de maltraitance. Dans ces trois cas-là, vous pouvez appeler le 3977, hein, qui est un numéro vert, et vous pourrez être guidé au fond tout au long des démarches. Ensuite, vous pouvez également contacter les services sociaux, hein, le CCAS, le CLIC, etc. CCAS, hein, Comité communal d'action sociale, donc ça c'est à la mairie, le CLIC qui est plutôt sur le département ou sur le canton, etc. La plateforme de répit, enfin tous, ou les services du département, hein, puisque chaque département a un service spécialisé dans l'accompagnement des seniors. Donc voilà, tous ces services-là, vous pouvez les appeler, vous trouverez des assistantes sociales, etc., qui pourront là aussi vous guider. Ensuite, si vraiment vous voyez quelqu'un qui a un œil au beurre noir, enfin je sais pas, des signes visibles en fait hein, de maltraitance, là il faut pas hésiter à contacter la police ou la gendarmerie. Voilà. Dans le cas de maltraitance en EHPAD, on peut en parler avec la direction, bien sûr, mais aussi on peut appeler, si la communication n'est pas possible, par exemple, avec le directeur de l'EHPAD ou la directrice, eh bien, on peut appeler l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que si en cas, en fait, de non-dénonciation d'actes de maltraitance, eh bien, on risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, c'est un acte aussi citoyen et de solidarité, bien sûr, que de réagir, en fait, devant une suspicion de maltraitance. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'étais un peu longue. Donc, si vous voulez qu'on puisse un petit peu parler, si vous avez des questions, voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup. Alors, je vais ouvrir le micro dans quelques minutes, mais en tout cas, en attendant, je vous laisse quand même répondre au questionnaire de satisfaction comme d'habitude. Je vous le mets également dans le chat. Comme ça, vous l'avez. Hop. Tac, voilà. Et voilà, ça je passe. Voilà, n'hésitez vraiment pas à y répondre, c'est vraiment hyper important pour nous d'avoir votre retour sur ce que vous avez pensé de la conférence d'aujourd'hui.
Dans les autres projets à voir et à consulter régulièrement, il y a la chaîne YouTube, du coup, sur laquelle vous pourrez retrouver l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc n'hésitez vraiment pas à partager, à revoir si vous avez peut-être raté des éléments ou que vous êtes arrivé un peu après. J'ai vu qu'il y a des gens qui étaient arrivés en cours de route, donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Et puis le livre audio et le podcast de Isabelle et Gwendoline, que vous pourrez, qui et qui traite du coup du déménagement des seniors. Donc n'hésitez pas. La prochaine visio, ce sera du coup vendredi à 10h30 et ce sera sur l'artiste Rosa Bonheur. Donc vous pouvez vous inscrire grâce au lien qui est en bas de la page, que je vais également vous mettre dans le chat, comme ça vous l'avez. Tac, voilà. Ah, très bien. Bon, il arrive. Ça y est. Merci à tous du coup d'avoir été présents aujourd'hui et de votre participation. Je remercie à nouveau la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et le CNSA pour leur financement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@movadom.com. On sera ravis de répondre à toutes vos questions.